Ainsi donc, on appelait les daguerréotypes des miroirs qui se souviennent. Miroir, mon beau miroir, où selon son angle d'inclinaison, on ne voyait rien ou presque rien, un voile blanchâtre, gris, luisant, puis tout d'un coup, l'image apparaissait pour disparaître sitôt que l'image ne tenait plus en place. Si avec la photographie, après la daguerréotypie, on perdu ce jeu de retard dans l'apparition et la disparition, il nous reste encore cette constellation de mots insolites, étranges, comiques, tristes, qui accompagnent toujours l'image comme pour la combler. Des mots parfois intimes, privés, affectueux. C'est où? Je me souviens, c'est le gros du roi. Mais quel âge as-tu, là? Tout a changé. Qui, nous? Non, le gros du roi. J'ai souvent remarqué que ces paroles échangées étaient proférées la plupart du temps au présent de narration, alors qu'à dire vrai, les temps du passé seraient plus appropriés. Le passé, l'imparfait, ou le passé composé, pour rendre justement ces anciens présents plus crédibles. Par bribes, par couches, par pans, par blocs, je me souviens. Et au fil des mots, tout en regardant l'image, voilà que j'imagine à présent le passé. Et voilà que je réinvente l'événement. Je me souviens. Je me souviens de Sarita et Rosita, jeunes enfants espagnols. Je me souviens. Les voyages en Espagne, Madrid et toute l'Andalousie. La voiture, les longs trajets en voiture. Mon frère Gérard, bien présent ici, dans l'image. Je me souviens. Mais voilà. Peut-être que j'invente ce soir, en ce moment, ce passé, tout simplement. Pour y croire. Tout simplement. C'est peut-être aussi cela, la photographie. Se donner des souvenirs que l'on n'a pas eus. Ce qui expliquerait alors notre amour ou notre attrait pour les albums de famille. Et ceux et celles qui se reconnaîtront dans l'image raconteront ce qui s'est passé le jour de la prise de vue et ce qui a bien pu se passer pour en être arrivé là, dans l'image. Ou plutôt, ce dont ils se souviennent, ce sont ces quelques fragments temporels qui tissent leur mémoire, car celle-ci ne revient que par morceaux. Et le regard de ceux et de celles qui n'ont pas vécu ces moments-là ne retiendra alors que de minuscules ou insignifiants détails. Ceux et celles qui n'ont pas vécu ces moments-là détailleront à leur tour l'image. Ils s'étonneront alors de la tenue du facteur, de ses moustaches, des mots peints sur les murs, etc., etc. Ils verront, sans les reconnaître, ces anciens visages jeunes et inconnus. Ils riront de ces maillots de bain à la mode dans les années 30. Appuyés, on fait le reste. Tel était le puissant slogan de Kodak. Ce que Kodak a fait, c'est bien plus que rendre un service technique. Kodak a construit, consolidé, inventé justement ce reste que l'on appellera mémoire. Un stock d'images et de souvenirs enfouis qui un jour referont surface. L'image, quand elle prend la forme du portrait, est une bien belle spéculation sur le temps. Et elle ne dit rien d'autre que ce que c'était que d'être, puisque nous sommes construits en mémoire, puisque nous sommes, disait Federico Fellini, à la fois l'enfance, l'adolescence, la vieillesse et la maturité. J'étais là, tel chaudement de vin, je m'en souviens. Elle était là, elle n'est plus là. Quelque chose lui est advenu, je ne peux l'oublier. Je suis Mallarmé et je suis Renoir en 1895. Je suis Degas dans le miroir pour se souvenir de cette scène dans le salon de Julie Manet. Et je suis Paul Valéry qui note sous l'image ce que je viens de dire. Photographier pour se souvenir. Se souvenir de ne pas oublier la sublime joie des enfants de Ralph Eugène Mittyard cette année-là, 1967. Voilà une image qui déborde de vie. Et qu'importe ce que sera plus tard cette vie après la photographie, c'est étonnant, c'est perturbant. No focus,
comme le photographe se plaisait à dire ou à faire lorsqu'il déréglait la mise au point pour imposer les figures à la limite de la disparition, mais elles étaient bien présentes, malgré tout, dans l'image. On ne photographie pas de mémoire. On ne photographie pas la mémoire. On photographie la possibilité de se construire une mémoire. Parfois, pour satisfaire son ego, tel Émile Zola qui, ici, dans l'image, retrace sa généalogie. Zola, sa vie, son œuvre, son temps, plutôt les temps. Zola, un enfant, aux côtés de son père. Zola en livre. Zola en médaille. Et la photographie rend probable cette possibilité-là de mettre en mémoire toute une vie. Mais pour que cette probabilité soit possible, puisqu'il ne reste que la mémoire de l'histoire de cette image, il y a quelque chose qu'il est impossible de réduire au silence et qui réclame avec insistance un nom. Un nom, un prénom, un lieu, une date, déjà une légende. Une légende pour ne pas rester dans l'à peu près. Laura, Toscane, 1983. Laura, Toscane, 1983, comme condition pour que cette femme soit, à ce moment-là, dans l'image, au moment même où l'image se forme. Être dans l'image, vivre dans l'image pour l'éternité sous la forme d'archives, que l'on soit puissant ou misérable, victime ou bourreau. Car les photographies, avant d'être des œuvres d'art, sont, et c'est pour cela que nous les aimons, c'est pour cela également que la photographie dérange tellement, les photographies, avant d'être des œuvres d'art, sont des archives de la mémoire que nous consultons de temps en temps et que nos enfants consulteront peut-être ou pas du tout. Elles sont des preuves ou des documents d'existence en lutte contre l'oubli et la disparition. Ce sont des magasins qui contiennent des impressions vagues, étonnantes, éblouissantes forcément. Des magasins où parfois on ne va même plus voir ce qui s'y trouve. Mais un jour, un photographe, tel Lee Friedlander, s'y rendra, les visitera et par de somptueux tirages redonnera vie à la photographie de Belloc, ici, à cette femme debout près d'un lit où un enfant dort. L'image, réservoir de la mémoire. Mais disant cela, je m'aperçois que je ne parle que de l'usage social de la photographie, ce qui se joue avec elle, sous elle, et mes paroles relèvent d'un discours sociologisant, ce qui m'ennuie, à dire vrai, même si pour l'illustrer en quelque sorte, j'ai fait appel à de grandes œuvres. Le problème doit être posé autrement. Les processus de la mémoire, ces mécanismes, peuvent-ils être à l'œuvre justement dans des œuvres, c'est-à-dire dans des projets artistiques que le photographe mettrait en acte? Déjà, Baudelaire envisageait ce possible programme pour la photographie, à ses yeux le seul. Sauver, disait-il, sauver de l'oubli les ruines pendantes, écrivait-il en 1859. Les choses précieuses dont la forme va disparaître, ajoutait-il. C'est ce que fit Eugène Atget de manière magistrale. Ainsi, il est celui qui, durant la journée, arpente et sillonne les rues de Paris et le soir va classer dans les albums ce qu'il a vu, les ruines pendantes d'une grande ville, Paris, et dont il sait qu'elles vont disparaître et qu'il est impossible de ne pas en témoigner. Tel le chiffonnier décrit par Baudelaire, il ramasse et enregistre ce qui va devenir ruines et déchets. Il décrit un monde au moment où celui-ci va disparaître. Il trace, il dessine, il fait le constat de tout ce qui du monde se retire. Il range ses preuves d'existence dans son grand magasin d'images dont on peut parcourir aujourd'hui toutes les allées, tous les rayons, toutes les pièces comme les lieux de la mémoire. Être triste peut-être, mais faire le deuil de ce qui va à sa perte. Telle est la mélancolie d'Atget. Comme une gigantesque ombre noire, signe de la disparition, mélancolie d'Atget, mélancolie de De Chirico, mélancolie du départ.
quelque chose va disparaître. Et pour surmonter la douleur que procure la séparation, pour affronter justement l'ombre d'une peur qui l'envahit, Eugène Atget fera ce travail de deuil qui porte sur la reconstitution précise de la chose aimée. Ces albums en seront le support. Et c'est une formidable histoire d'amour qui se raconte alors dans ces albums. Et chaque planche est un lieu, une pièce renfermant l'image de quelque chose qui ne sera plus. La ville se vide et le nouvel occupant n'est pas encore tout à fait là. La ville se vide. Un pays aussi, l'Afghanistan, où en 1974, les nouveaux occupants ne se sont pas encore installés. Sigmar Polke a visité le pays, et comme on ne voyage pas pour rien, il a ramené des images, souvenirs, mémoire du voyage. Mieux, les échos de la mémoire, les échos de ce voyage, avec des brouillages et des clartés, des accidents, des incidents, des collisions, des fonds qui remontent à la surface ou l'inverse, des surfaces qui s'enfoncent, des superpositions. L'image sera alors cet autre voyage incessant dans la photographie entre le fond et la surface. L'image devient palimpseste, figurant ainsi le mécanisme même du travail de la mémoire. Palimpseste, où ce qui est effacé, oublié, porte encore trace de sa présence, où la dernière image ne recouvre pas entièrement celle qui la précède. Tout le travail photographique de Sigmar Polke pourrait se résumer ainsi, couche sur couche, couche figurative sur couche figurative, et remonter ou enfouissement de toutes les couches figuratives possibles. L'image n'est que la surimpression de couches impressionnées. Les images arrivent alors dans un concert de formes assourdissantes. À la collision des images correspond la collision de tous les temps auxquels ces images précisément se réfèrent. Les images de mémoire sont comme des attractions temporelles. Elles se mélangent et se brouillent pour se fixer sur un nom et une date. Afghanistan, Pakistan, 1974. Voilà, j'ai dû oublier bien des choses, et ma mémoire a dû me jouer quelques tours. Ce n'est pas grave. Demain sera un autre présent. Bonsoir.